Üdvözöljük utasainkat! Az első megálló Mauvais Monde. Aujourd'hui, soupe à la citrouille. 130. 130. 130. Cette racaille humaine méprisable, qui était pire qu'un chien, a perpétré les actes 3 fois maudits de trahison. Il a trahi la confiance profonde et le chaleureux amour paternel qu'avait pour lui le parti et notre leader. Nous ne pardonnerons jamais à tous ceux qui osent désobéir à la direction unitaire de Kim Jong-un. Bienvenue. Les baies vitrées, tournois, autour du hall d'entrée, une parade, deux pullovers, défile à contresens, sur un modèle aléatoire. Assise au bar cocktail de l'hôtel, je classe les fuseaux horaires qui nous séparent par décalage régulier. Bonjour, vous êtes sur Mauvais Onde Tiloche en français. Aujourd'hui, ce sera une émission spéciale sur la grande offensive du Fidesz contre le monde de l'éducation, contre les profs, avec la Statusterwein sur laquelle nous allons revenir. Avant ça, nous allons parler rapidement du sommet démographique avec Corentin Léotard. Donc, nous avons aujourd'hui avec nous en studio Jouja Berkeshi, professeur de français au lycée Obouda. Bonjour à toi, Jouja. Bonjour. Nous avons également avec nous la stagiaire et journaliste Siloé Lemaître. Bonjour Siloé. Qui est en train de faire le live donc pour Facebook et puis pour YouTube, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas au micro, mais elle nous salue tous. Ouais, elle nous salue tous. Nous avons avec nous Daniel Pseni, ancien journaliste au Monde. Salut à toi. Bonjour à tous. Vincent Liéger, essayiste sur la décroissance. C'est à stock. Corentin Léotard, rédacteur en chef du Courrier d'Europe Centrale. Bonjour à tout le monde. Et Joël Lepavou, journaliste français à Budapest. Tu peux présenter 2-3... Courrier international, Le Soir et le Temps. D'accord. Ensuite, nous allons avoir la chronique culturelle de Fabien. Salut à toi, Fabien. Bonjour à tous. Et au micro, c'est Guillaume Carré. Salut Guillaume. Merci. Inonde l'éther. Le grand sujet. Le grand sujet. Le grand sujet. Il y a un truc avant le grand sujet quand même. Donc on va commencer avec ce sommet démographique tenu pour la 5e fois, si je ne me trompe pas, à Budapest. Corentin, est-ce que tu peux déjà nous expliquer de quoi s'agit-il ? Oui, alors je suis allé jeudi matin au sommet démographique qui était le 5e, comme tu disais, qui se déroule tous les 2 ans depuis 2015. L'an dernier, il y a 2 ans, les Français ils avaient pu lire dans la presse que par exemple il y avait Éric Zemmour et Marion Maréchal qui étaient parmi les invités d'honneur du sommet, donc ça permet de tout de suite donner un peu la ligne politique. Ça met l'ambiance. Voilà, de l'affaire. Cette année, il y avait la grande star, c'était Giorgia Meloni, qui a partagé la scène jeudi matin avec Aleksandar Vučić, le président serbe, qui est un des incontournables de tous les sommets qui se déroulent à Budapest, pas seulement le sommet démographique. Donc il y avait Vučić, Viktor Orban évidemment, Katalin Novak, la présidente de la République, et Giorgia Meloni. Alors une petite innovation cette année, ça se déroulait pas au bazar du château, mais au musée des Beaux-Arts sur la place des Héros. Endroit magnifique, mais plus petit.
plus petit, ce qui fait que les journalistes étaient un peu parqués à l'extérieur. Alors les petits fours étaient délicieux, mais c'est vrai qu'on voyait un peu sur les écrans, on devait un peu regarder sur les écrans ce qui se passait. Avant que tu continues, c'est peut-être pas clair pour tout le monde ce concept. C'est quoi? C'est une réunion d'extrême droite pour parler de la famille? De quoi il s'agit? Alors pour contextualiser les choses, Orban a émergé comme une figure mondiale de l'extrême droite en 2015 quand il a tenté de barrer la route aux réfugiés sur la route des Balkans. Et vraiment ensuite cette politique familiale à la sauce magyar, ça a été vraiment son produit d'exportation, sa marque de fabrique, ce qui lui a permis d'aller par l'entremise de celle qui était la ministre de la famille de l'époque, Katalin Novák, d'aller sceller des alliances avec des extrêmes droites un peu aux quatre coins du monde, genre Bolsonaro au Brésil, avec Bolsonaro, avec l'équipe Trump, avec le PiS en Pologne évidemment, avec des Croates, bref, avec toute une myriade de mouvements ultra-conservateurs ou complètement d'extrême droite. Avec le soutien de groupes pro-famille américains par exemple qui sont anti-LGBT, anti-avortement, anti-immigration, parce que c'est ça quand même qui transpire de ces sommets démographiques. On parle de démographie, alors Orban se pose en champion de la natalité avec voilà cet acquis de dire la politique familiale hongroise est un exemple à suivre pour le reste du monde, et tous les invités qui défilent viennent chanter les louanges de cette politique dont on n'est pas sûr à ce jour qu'elle ait vraiment des effets aussi importants que ça, même si en effet les taux de fécondité ont remonté depuis 10 ans. Bon, ils sont sortis des limbes parce qu'il y a 10 ans voilà, c'était la Hongrie était laminée par la crise des subprimes, par la crise économique, donc oui en effet la natalité, la fécondité pardon a remonté, mais c'est un phénomène global dans la région, donc il est trop tôt pour débattre est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. On sait que la presse libérale ici dit il y a rien qui a marché, la presse de droite c'est génial, tout va bien, s'auto-congratule. Bon, de toute façon dans ces sommets finalement peu de questions de démographie, c'est vraiment un rassemblement idéologique ultra-conservateur ou d'extrême droite qui s'affiche comme pro-famille mais qui est surtout anti-LGBT, anti-immigration, anti-genre, anti-immigration, voilà. Pour faire court, c'est faites des enfants pour qu'on n'ait pas d'avoir besoin d'émigrer, quoi. C'est ça. C'est un raccourci, mais voilà, c'est un peu ça. Donc la grande affaire, c'était Meloni. En fait, ces rassemblements, c'est surtout une façon pour Orban de rassembler ses alliés. La Hongrie, sur Orban a quand même développé un soft power qui est quand même impressionnant pour un petit pays de 10 millions d'habitants, tout à fait, qui s'appuie sur Budapest, qui est une capitale extraordinaire, même au niveau européen, mais même au niveau mondial. Je veux dire, pour Orban de recevoir dans un cadre pareil, c'est quand même pas tous les dirigeants qui ont cette chance. Certains républicains radicaux aux États-Unis voient Orban maintenant comme un modèle. Donc c'est même plus Orban qui court après Trump. C'est maintenant ça devient les Américains. Enfin les Américains. Typiquement Tucker Carlson, le journaliste, qui certes maintenant n'est plus à Fox News, mais qui était et qui reste l'une des voix les plus influentes chez les républicains ultra aux États-Unis, et qui est venu interviewer Orban dans la cour comment on appelle ça, du cloître des Carmélites, donc du siège du gouvernement hongrois, une interview qui a été même jusqu'à satisfaire Elon Musk, qui disait à quel point la politique familiale et nataliste hongroise était un exemple à suivre, notamment aux États-Unis. Donc en gros, ne mettez pas de capote. Elon Musk a été un des premiers à liker, retweeter, aussitôt la présidente hongroise l'a invité à venir à ce colloque. Mais il n'est pas venu, ça a pas fait. Voilà. Donc c'est essentiellement une grande opération de relations publiques au profit d'Orban, et qui offre absolument aucune solution démographique en tant que telle, si ce n'est qu'il faut suivre les commandements de la Bible. C'est comme un sommet qui est ouvert par les chefs religieux des différentes églises de Hongrie, calvinistes, catholiques, réformés. Il y avait aussi juives. Il y avait aussi un pope syriaque, chrétien d'Orient. Que je connais pas tout. Et les musulmans n'étaient pas invités alors.
Alors il y avait des gens du Qatar. Ah d'accord. Évidemment parce que Orban essaie de chercher du gaz de ce côté-là. J'allais dire en gros on dirait gaz. Voilà, gaz Reset. Il y avait des pas plus que l'uranium français. Il y avait des Azerbaïdjanais parce que Orban veut du gaz d'Azerbaïdjan. Il y avait des Tanzaniens, donc il y avait des Indiens aussi, je crois. Donc c'est pas un club d'extrême droite occidentale seulement. D'accord. Daniel ? Oui, pour rebondir sur ce que dit Corentin, c'est quand même que depuis plusieurs années, Budapest est devenu le carrefour de l'extrême droite, c'est-à-dire ce qu'expliquait bien Corentin, la capitale même. Et donc le sommet démographique n'est en fait qu'un prétexte d'une certaine manière, parce qu'on l'a vu déjà même fin août, lors des championnats du monde d'athlétisme, Orban avait convié tous ses potes, enfin d'extrême droite et même pour la fête nationale le 20 août. Oui, la fête nationale, mais enfin on retrouvait quand même tout ce qu'il y avait de pire de l'extrême droite, même dans des pays que j'arrive même plus à situer. Moi, des trucs en stand quelque part. Et donc c'était l'Orbanistan, mais multiplié de la puissance extrême droite. Et donc c'est quand même un phénomène qui est assez important. Et donc on est vraiment dans un cadre politique, là, je pense, de regroupement de l'extrême droite, mais aussi en perspective électorale. C'est-à-dire ce qui se passe, c'est que là, c'est l'année prochaine, il y a les élections européennes, et Orban là-dessus va se situer comme le chef de file de l'extrême droite. Donc avec Meloni qui est au pouvoir, qui revoit pour la première fois, et qui l'encense et qui met en avant. Mais en plus, tout ce qui se passe en France d'ailleurs, c'est assez intéressant entre Jordan Bardella, Zemmour, Marion Maréchal, qui sont en rivalité, Marine Le Pen. Et donc à partir de là, Orban essaye de fédérer tout ça par des sommets, par des rencontres, par des mots comme ça, des interviews, et en même temps veut effectivement faire exploser cette Europe sur laquelle il est mis un peu à la marge pour plein de raisons qu'on connaît sur l'état de droit, sur la justice, les médias, etc. Et donc là, il y a une fédération qui se fait autour d'Orban, mais autour de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire Orban devient la personnalité centrale de tout ça, et aussi Budapest, la capitale, avec toutes les contradictions que ça veut dire, parce que ici, on vit sous un régime d'extrême droite, on le sait, on le répète assez, mais on n'en a pas les conséquences directes. Enfin, je veux dire, on est surtout à Budapest. Et donc il y a cette séduction qui est faite d'une certaine manière en disant voilà, Budapest, la ville rêvée, mais la ville rêvée de l'extrême droite. Et en plus, sur laquelle il faut s'inquiéter, c'est que Orban cet été a quand même précisé qu'il comptait rester jusqu'en 2034, je crois. Au pique-nique de Kocek et la rentrée politique du Fidesz. Ça veut dire que les perspectives sont tracées. Il avait dit 2030 avant, donc maintenant il a rallongé le truc. Il y a eu le Covid entre-temps. Le Covid et la guerre. Et donc voilà. Et notamment par rapport à ce qu'on disait, on va rediscuter sur le gaz, l'Ukraine, etc. C'est-à-dire que c'est une prise de position qui est quand même très intéressante et très importante par rapport à l'ensemble du monde, c'est-à-dire cette ambiguïté vis-à-vis de Poutine et qui est ancrée dans les médias, mais qui se répercute et qui fait une petite aile de papillon qui fait un peu la tempête après. Non, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, Daniel, Orban est aussi pragmatique que cynique et malin. Il a compris les enjeux autour du gaz, autour du pétrole. C'était aussi son pas vers Poutine qui était plus tactique qu'idéologique. Maintenant, il y a un retournement vers le nucléaire français. On passe du nucléaire russe pour aller vers le carburant nucléaire, l'uranium indépendant français qui vient du Niger et du Mali. On voit comment ça se passe là-bas. Donc, il y a tout ce cynisme. Mais surtout, Orban a très bien compris que la Hongrie est un petit pays et que s'il veut rester aux affaires jusqu'en 2034, jusqu'en 2034 ou je ne sais pas, ça passe par deux élections majeures l'année prochaine. Tu as cité les élections européennes, mais aussi les élections aux États-Unis. Et municipales aussi en Hongrie. Les municipales ne changeront rien pour lui. C'est un autre débat, on va pas ouvrir là maintenant. Mais les élections aux États-Unis et une prise de pouvoir, je pense pas que ce soit tant la déconstruction du Parlement européen qui l'intéresse ou de l'Union européenne, c'est une prise de pouvoir dans les instances européennes de ses alliés, de ses idéologies, et de la même manière au niveau de la Maison Blanche, qui change totalement la donne. Et on voit actuellement à quel point l'administration Biden-Blinken attaque la Hongrie sur cette question idéologique. L'interview dont tu parlais sur Twitter, elle est pas anodine, elle est très maligne, elle est très habile. C'est une offensive directe. Je sais pas quels sont les derniers chiffres. Moi, quand j'avais regardé, il y avait 120 millions de vues. C'est monstrueux, c'est très mis en avant. Et derrière, c'est-à-dire ce petit pays qu'est la Hongrie, Budapest, qui tu disais
n'a rien à voir avec ces histoires-là, mais qui est au centre du jeu, joue un rôle extrêmement central au niveau géopolitique, idéologique aujourd'hui, mais c'est aussi Orban derrière son intérêt pour rester au pouvoir qui a besoin des grands qui le soutiennent. D'autant plus qu'en précision, lors de cette interview qu'il avait donnée, il exprimait clairement la volonté que Trump soit réélu, et que si Trump était réélu, il n'y aurait pas de troisième guerre mondiale. Voilà. Il était dans une extension comme ça qui est très très importante et qui pose problème d'ailleurs. Bon, la phrase clé d'Orban, une des phrases clés de son discours, c'est la Hongrie est un incubateur des politiques conservatrices. Bon, il appelle ça conservatrice. Moi, je préfère dire d'extrême droite. Il joue sur les mots. Et donc les extrêmes droites ailleurs dans le monde ont besoin d'exemples, et croient ou font semblant de croire que la Hongrie est l'exemple à suivre, l'exemple de l'ultra-conservatisme qui marche. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que ça marche dans les urnes. Ouais. Et c'est ça surtout qui intéresse les gens, ses alliés. Comment il fait pour être au pouvoir depuis aussi longtemps. Il a la recette gagnante. C'est une espèce de club hétéroclite où il ne partage pas grand-chose, si ce n'est l'envie de jouer comme Orban de manière cynique, un peu surtout pour gagner dans les urnes. Et de rester au pouvoir le plus longtemps possible aussi. Donc malheureusement, on aura l'occasion de revenir sur Orban et ses alliés d'extrême droite. Maintenant, on va parler d'un point plus particulier, l'attaque généralisée contre le monde de l'éducation. Avant de te donner la parole, Jouja Berkeshi, donc professeur de français au lycée d'Obouda. Siloé et Vincent étaient à la manifestation hier. Tu y étais aussi, Jouja ? Juste au début. Juste au début. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu, premièrement, pourquoi était cette manifestation, quel était le but de la manifestation et quelle était un peu l'ambiance, et après on va parler de Statush Torvein, etc. Donc, allez-y, parce que je sais après. Donc, c'est difficile de parler après tout ça parce qu'on a honte d'être hongrois. Oh bah nous on a honte d'être français, donc on partage quelque chose en commun. Avec Macron, entre Le Pen et Macron. Oui, mais pire qu'Orban, je pense que ça n'existe pas en ce moment. Ah, il y a de la compétition. Il y a match. Je vais bientôt participer à un stage international et ça me fait peur de devoir me présenter, de dire voilà, je suis hongroise. Bah, invente une nationalité, c'est pas grave. Non, mais je pense qu'il faut. Pardon de t'interrompre, mais je pense qu'il faut se revendiquer hongroise et combattante. Au contraire, oui. Voilà. Ça, résistante. C'est un vrai statut, je pense maintenant. Donc, cette manifestation, c'était un peu la suite des manifestations de l'année dernière. Donc, c'était un peu la même. Selon les mêmes principes. Et pour moi, c'était une très bonne surprise parce qu'il y avait du monde. Moi, je m'attendais à quelque chose de très faible et il y avait pas mal de monde et c'était assez fort. D'accord. Est-ce que tu sens qu'il y a quand même toujours l'envie chez les enseignants et les lycéens, puisqu'ils participaient autour de moi, pas du tout. Non. Donc, justement, en venant ici, j'étais en train de réfléchir à ça. Je pense que nous sommes en train de vivre quelque chose de psychologiquement très grave. Je ne sais pas si c'est le syndrome de Stockholm ou quelque chose dans le genre. Mais... Donc, faut savoir que l'année dernière, donc l'année scolaire dernière, parce que nous, les profs, on compte en année scolaire, on a lutté durant toute l'année. Il y a eu, je ne sais pas combien de manifestations, des grèves, plein de choses. On a fait des affiches, on a vraiment fait des chaînes humaines qui étaient magnifiques. Ça c'était super. Donc on n'a jamais vu ça en Hongrie. Donc il faut savoir que ça n'a aucune tradition en Hongrie. Donc depuis la révolution de 56, il n'y a rien eu d'autre. Et déjà faire la grève en Hongrie, c'est extrêmement rare. Donc nous avons tout fait et ça n'a rien donné. Et donc c'est très très difficile à vivre. Et maintenant, on fait un peu, c'est ce que je vois autour de moi et c'est ce que je suis en train de vivre. On fait un peu l'autruche et on n'en parle pas, on essaie de faire comme si de rien n'était. Et après cette manifestation, Jouja, est-ce que tu as l'impression que
il va y avoir d'autres manifestations, que c'est peut-être le début d'une mobilisation ou... J'espère, et ça m'a donné de l'espoir aussi, parce que je l'avais complètement perdu. On va revenir tout à l'heure sur le fait que les professeurs ont 2 semaines à partir de maintenant pour décider de rester ou pas. Je donne la parole à Daniel, et après on va expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Je voulais juste faire une observation, parce que bien évidemment que je suis observateur aussi en tant que journaliste, mais ce qui me surprend ici, c'est que, comme tu le rappelais, c'est que l'année dernière, dans l'année scolaire, il y a eu une mobilisation, mais comme jamais il y a eu, y compris en France, enfin on n'a jamais vu ça, une telle mobilisation des profs, des lycéens, des étudiants, et avec ce mépris du pouvoir qui n'en a jamais parlé. C'est-à-dire, il faut se rappeler quand même qu'Orban n'a jamais dit un mot dans ses allocutions du vendredi matin, alors qu'il y avait une mobilisation dans la rue qui bloquait tout Budapest. Et c'est une interrogation, c'est-à-dire que de fait, il y a cette mobilisation, il y a ces revendications, cette opposition qui existe en Hongrie, enfin qui est réelle, et qui ne débouche pas sur un débouché politique, comme on dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'il y a cette prise de conscience qui permet aux politiques de s'emparer de ce mouvement populaire, puisque c'est quand même un mouvement populaire avec les profs et les lycéens, et qui interroge et qui revient à la discussion qu'on avait précédemment, c'est-à-dire l'installation d'Orban au pouvoir, qui est comme si elle était naturelle, quoi. Naturelle, et qu'il n'y a plus de possibilité de le renverser. Alors qu'on voit qu'il y a quand même des mouvements à l'intérieur de la société hongroise qui sont très importants, qui bougent, qui contestent, mais qui n'ont qu'une débouchée. Et ça, c'est une vraie interrogation, plutôt que le désespoir des profs qui continuent à se battre. La prof, c'était hier la manifestation, et qu'on va voir encore tout au long de l'année. Donc, il y a une forme d'espoir et de désespoir en même temps, de se dire, mais ça n'arrivera jamais, quoi. C'est une vraie interrogation, ça. Ce qui me donne de l'espoir, c'est les jeunes. Donc, on voit un vrai changement chez les jeunes. Donc, c'est pas la première année où il y a eu des manifestations. Donc, le mouvement Tony Tonic a commencé en 2016. Et là, très peu d'étudiants se sont mobilisés. Et maintenant, hier, je pense qu'il y avait plus d'enfants, enfin plus de jeunes, plus d'adolescents que d'adultes. Et ça donne quand même de l'espoir. Vincent ? Ouais, non, pour rebondir sur, je suis assez d'accord, c'est ce que j'ai observé moi hier soir à la manif, d'autant plus qu'il y avait la convergence entre 2 rassemblements, celui pour l'éducation et celui pour le climat. Donc il y avait un phénomène, beaucoup de jeunes, beaucoup de créativité, beaucoup d'enthousiasme et de détermination. Et rebondir aussi sur ce que disait Daniel, moi j'ai été impressionné tout au long de l'année dernière de la créativité non violente qu'il y avait dans le mouvement tout au long de l'année. On a une tradition française de blocage violent, de répression policière. Mais le problème, c'est peut-être ça. Donc c'est pour ça que c'est peut-être ça aussi. On est trop intellectuel, trop pacifique. Pas assez offensif. Voilà. Ouais. Et on assiste, moi, ce que j'appelle un effondrement moral de la Hongrie depuis maintenant 13 ans, où secteur par secteur, ça a commencé par les médias, puis la recherche, puis l'université. Maintenant, c'est autour de la santé. Là, c'est autour de l'éducation, un espèce de pourrissement lent. Avec un levier majeur sur lequel joue Orban, et moi j'ai été marqué en accueillant régulièrement dans le cadre de workshops des jeunes plutôt des lycées d'élite budapestois, mais aussi dans les campagnes hongroises, les jeunes qui sont à la fois déterminés mais aussi découragés, et avec un échappatoire qui était déjà celui des années 70 dans la Hongrie de Kadar, qui est si vous n'êtes pas content, vous partez, et une espèce de politique de sabotage de ce qui fait la Hongrie, et qui passe aussi par une fuite extrêmement forte des gens les plus éduqués et qui résistent au système Orban. Et l'autre point aussi, c'est une opposition qui n'est pas au niveau de ce qui se passe, parce que là, c'est pas uniquement le sabotage de l'éducation nationale hongroise qui est en cours, c'est l'effondrement culturel d'une société qui est en train de se passer. C'est quelque chose de catastrophique. Je donne la parole à Joël, et puis après Jouja va nous expliquer de quoi il s'agit concrètement. Mais justement, moi, c'est ce que je voulais dire, que l'élément moteur de la contestation actuelle, c'est cette fameuse Status Törvény, donc loi sur le statut des enseignants, qui, bon, j'essaye de résumer très rapidement, mais probablement Jouja pourra nous en dire plus, qui réduit, voire même supprime quasiment l'autonomie des enseignants envers l'éducation nationale, enfin le ministère de l'Intérieur plutôt, parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui chapeaute l'éducation nationale, donc l'enseignement public en Hongrie. Et ce qu'on voit, c'est que cette Status Törvény, elle a déjà entraîné, avant même qu'elle entre en vigueur, le départ de plusieurs centaines, alors on peut pas connaître le chiffre tout de suite,
politique, puisque comme tu le disais il y a 2 minutes, les enseignants ont jusqu'au 29 septembre à compter, donc du 15, pour décider s'ils restent ou ils partent, mais on voit qu'il y a un exode de pas mal d'enseignants, notamment vers l'enseignement privé, hein, des écoles chapeautées par des fondations qui ne dépendent pas directement du ministère de l'Intérieur, où il y a aussi des enseignants qui quittent la profession, littéralement, et qui vont ailleurs. Mais moi, ce que j'avais observé dans l'interview que toi tu as donné, Jouja, au portail 444.hu, c'est que toi tu as décidé de rester dans la profession, de poursuivre dans l'enseignement. Et moi, ma question, ce serait justement de savoir pourquoi, malgré justement toutes ces offensives du pouvoir, malgré cette Statusstörving qui risque d'entraîner un exode encore plus massif des enseignants, pourquoi toi tu continues? Est-ce que c'est parce que tu veux continuer à te battre de l'intérieur, et comment tu veux arriver à ça, quoi? Avant de répondre à ça, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé avant la Statusstörving? Parce qu'il y a déjà eu des attaques contre la grève, l'éducation, voilà, c'est pas le début. Et qu'est-ce que cette Statusstörving a de si terrible, excuse-moi, pour que ça crée une telle émotion? Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas trop. Donc, c'est assez flou. Et personne ne sait. Donc, là aussi, on a eu, justement, cette semaine, nous avons eu le résumé de ce Statusstörving, et c'était très très flou. Donc il y avait des mots probablement, à voir, à envisager. Parce que j'ai entendu des choses assez incroyables, comme quoi les professeurs n'auraient plus le droit de critiquer le système éducatif hongrois, oui, mais de toute même façon, en privé. C'était déjà là. Donc il y avait un codex éthique pour les profs. Donc j'ai déjà été pénalisée à cause de l'avoir effrayé. C'est pour ça qu'on t'a invité. Voilà. Sinon je ne serais pas là. De toute façon, déjà jusque-là, ça existait. Alors, est-ce que ça va vraiment... Donc, est-ce que, par exemple, en donnant une interview comme ça, est-ce que je vais être pénalisée? Ça, je ne sais pas. Ce serait nous faire beaucoup d'honneur. Je sais que ceux qui travaillaient dans les ministères, par exemple, ils n'avaient jamais le droit de participer à des manifestations. Et chez eux, c'était vraiment sévère. Donc, j'en connais pas mal qui auraient voulu aller à des manifs, mais c'était pas possible. Donc, est-ce que ça va nous arriver? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont pouvoir contrôler? Comment ils vont contrôler? Est-ce qu'ils vont vraiment virer tous les profs alors qu'il va rester comme ça? Et en plus de ça, il y a une charge de travail supplémentaire pour les professeurs. Alors, charge de travail supplémentaire, oui et non, parce que jusque-là, c'était fixe. Donc, c'était les heures de cours obligatoires, c'était entre 22 et 26 heures de cours par semaine. Alors il y a une grosse différence entre 22 et 26, et on avait le même salaire. Donc on voulait que ce soit fixé à 22, alors bien sûr qu'ils ont fixé à 24. Donc le fait que ce soit fixé, c'est une bonne chose, mais que ce soit fixé à 24, donc faire 24 heures par semaine, c'est énorme. C'est beaucoup, c'est le double en comptant la préparation des cours, quoi, quasiment, et les corrections et autres. Pas forcément. Donc moi, ça dépend de l'expérience. Voilà, donc avec mon expérience, par exemple, j'ai pas beaucoup besoin de préparer. Après, il y a bien sûr tout ce qui est administration et tout ce qui va avec le métier. Mais faire plus que 20 heures de cours par semaine, parce qu'on est acteur, quoi. On est tout le temps observé, on est sur une scène. Oui, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. En fait, moi j'ai des amis qui travaillent dans des bureaux et je les vois, ils sont toujours sur Facebook, etc. Et ils comprennent pas que quand on est prof, c'est 1 heure de concentration non-stop, on s'arrête pas pour un café, on regarde pas son téléphone. Moi je dis toujours, on ne demande pas à un funambule de rester sur le fil 40 heures par semaine. Oui, tout à fait. Donc, est-ce qu'on sait combien il y a de profs en Hongrie qui enseignent en Hongrie, et combien sont partis ou vont partir? Enfin, est-ce qu'il y a un chiffre? Non, il n'y a pas de chiffre, parce que les syndicats disent un chiffre, le gouvernement dit que le nombre des profs a doublé, ou quelque chose comme ça. Corentin? Même en absence de ces chiffres, on voit tous autour de nous que tous les gens disent la même chose. C'est le cas pour mes enfants. Voilà. 48 heures avant la rentrée, on ne sait pas s'il y aura un prof dans la salle. Finalement, il se trouve qu'il y en a un, mais c'est l'assistante qui est présent et qui n'a pas été formée. Et tout le monde est dans le même cas de figure. C'est-à-dire, on voit bien que là, il y a une pénurie qui est très importante.
que le gouvernement fait les fonds de tiroir en rappelant des enseignants qui étaient déjà à la retraite, en assoupissant les règles pour permettre aux gens d'enseigner, c'est-à-dire il n'y a plus besoin forcément d'avoir les diplômes, etc. Donc en fait on essaye de mettre des scotch sur la pénurie comme on peut, alors qu'on sait que évidemment ce qui fait que les gens désertent la profession, c'est que les salaires sont absolument misérables. Les profs en Hongrie sont ceux qui gagnent quasiment le moins, à part la Bulgarie dans l'Union européenne. C'est les conditions de travail qui sont très dégradées, c'est le fait qu'il n'y a aucune reconnaissance dans ce métier, qu'on est attaqué en plus de surcroît par le gouvernement. Voilà, c'est tout ça qui fait et puis aussi que la profession enseignante est maintenant relativement vieille, et ce qui fait qu'il n'y a pas de relève qui arrive. C'est un phénomène mondial, il y a une pénurie mondiale, plus personne ne veut être prof dans aucun pays, même en Allemagne où les salaires sont très élevés. Bon, ensuite, moi je juge de ce que je vois tous les jours, et ce que je vois tous les jours, c'est que tous les gens que je connaisse me disent la même chose, il n'y a pas assez de profs dans l'école. La situation n'est pas si grave dans toutes les écoles. Donc il y a des écoles qui doivent fermer tellement ils n'ont pas de profs. Mais par exemple dans mon école, il n'y a pas de poste vacant. Mais par exemple pour le poste de prof d'informatique, on a trouvé 3 personnes pour un poste à la dernière minute. Le 31 août ou quelque chose comme ça, et c'est 3 personnes. Donc c'est extrêmement compliqué de faire l'emploi du temps des profs et des élèves dans ces conditions. Pareil pour les profs de maths, où j'ai des collègues profs de maths qui font 28 heures de cours par semaine, et c'est forcément au détriment de la qualité. De la qualité, oui, c'est énorme. Quel est l'intérêt du Fidesz, de Viktor Orban, de dégrader encore plus la condition des professeurs et de créer éventuellement, même si les conflits sociaux en Hongrie sont pas très forts, mais de créer une certaine hostilité? L'intérêt d'Orban, c'est de former des abrutis. Plus les gens sont... Moins les gens sont éduqués, mieux c'est pour lui. Voilà, je cherche un mot politiquement correct. Plus ils vont croire ce qu'il dit, plus ils vont vers la démagogie. En plus, non, mais il y a une dérive vers le privé aussi. C'est quand même un système de rentabilité de l'éducation surtout. Et en plus, on voit bien symboliquement qu'il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale, c'est le ministère de l'Intérieur. Et donc, c'est un message politique en soi. C'est d'autant plus intéressant que beaucoup d'enfants de cadres Fidesz sont placés dans des institutions privées internationales. Je pense au lycée français de Budapest pour prendre un exemple. Donc Jouja, est-ce que toi tu verrais ce phénomène un peu comme on a laissé pourrir les hôpitaux en Hongrie? Exactement, c'est la même chose. Il laisse pourrir l'éducation publique pour privilégier le privé, quoi. Aussi, pendant un certain temps, ils étaient contre le secteur privé dans l'éducation parce qu'ils avaient peur que... C'est trop indépendant. Voilà, trop indépendant, trop libéral, ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc pendant un certain temps, ils ont tout fait pour empêcher que ces écoles existent. Et maintenant, ils ont compris que ça les arrange. Et donc on voit une fuite d'enfants vers les écoles privées, mais il n'y a pas assez d'écoles privées puisque elles ont dû fermer. Donc maintenant il y a beaucoup d'écoles privées qui rouvrent. Il y a beaucoup de nouvelles écoles qui ouvrent les portes, mais bon, c'est pas donné. Donc ça coûte une fortune. Donc c'est vraiment une éducation à 2 vitesses. Pour les moins riches, une école publique fortement dégradée, de mauvaises conditions. Caporalisée même. Et pour les enfants du Fidesz ou la bourgeoisie en général, ça va être les bonnes écoles. Ouais, enfin on verra parce que c'est un phénomène qui a commencé il y a quelques années seulement. Il y a 2 choses qui se combinent. Il y a à la fois la logique économique. On sait qu'Orban, il est... en français, on appelle ça du libéralisme. Mais il est comme tout le monde, c'est un néolibéral. Il applique les recettes, réduire les dépenses de l'État, et puis s'il y a des acteurs privés qui prennent la charge, très bien. Avec cette limite, il faut que ça reste quand même sous contrôle autant que possible. Donc ça, on va voir jusqu'à combien de temps le Fidesz va pouvoir vivre avec ce système où beaucoup de gens s'évadent vers les écoles Waldorf, Montessori et compagnie.
qui vont les écoles internationales et les grandes écoles internationales. Il y a aussi la logique idéologique. Enfin, une mesure emblématique. Bon, on vient de dire que l'éducation nationale est chapeautée par le ministère de l'Intérieur, ce qui dit déjà énormément de choses. Et aussi, une des premières mesures du FIDES au début des années 2010, c'était de réduire l'âge minimum de l'enseignement de 16 ans à 14 ans, ce qui est une marotte encore une fois de l'extrême droite. Jean-Marie Le Pen en France a toujours proposé que l'école soit obligatoire jusqu'à 14 ans pour qu'ensuite les apprentis, les bons à rien, entre guillemets, on les mette dans les métiers de main, dans les BEP, les CAP, etc. Et pour casser toutes ces filières de bons à rien, encore, je mets des guillemets, que sont par exemple toutes les sciences humaines, etc. Enfin, on veut moins de gens à l'université. Voilà, Orban il s'inscrit là-dedans complètement. Vincent, non, juste une petite blague. Les enquêtes d'opinion, enfin les enquêtes sociologiques montrent que moins on est éduqué, plus on a de chances de voter pour l'extrême droite. Donc c'est un calcul. C'est très cohérent comme stratégie. Un calcul assez savant, et ça s'inscrit dans une vision assez féodale d'une Hongrie passée où l'élite est très bien éduquée, a accès à l'éducation, et le reste du peuple est juste loyal au pouvoir et est là pour faire le travail qu'on attend qu'il fasse sans questionner cette élite. Oui, mais en plus, on en revient à ce au début de notre conversation ici au micro, c'est-à-dire que Budapest, la Hongrie, est un laboratoire pour l'extrême droite. C'est-à-dire que dans tous les domaines... Pas Budapest, la Hongrie. Enfin, la Hongrie, pardon. Budapest, virgule, la Hongrie. Mais simplement que ça soit dans la santé, l'éducation, la culture aussi, malgré tout, enfin, il faut en parler. Et ça reste un laboratoire avec tous ces leaders d'extrême droite qui viennent quand même prendre un peu, voir comment ça peut fonctionner. On le voit avec Meloni, alors que l'Italie a une tradition quand même très importante de démocratie et puis aussi de combat. Cette version de dire peut-être que comme ça peut se faire en Hongrie, pourquoi pas essayer de le faire en Italie. Bon, la France est un peu épargnée pour l'instant, on espère un peu longtemps, mais simplement c'est que dans les nombreux pays d'Europe centrale, il y a cette petite avancée de se dire oui, ça se fait, donc on continue, ça passe sans trop se casser, et effectivement il y a peu de résistance, et donc se pose la question effectivement de l'opposition, enfin globale, mais simplement c'est qu'il y a un enjeu de civilisation quasiment sur l'Europe, de se dire on glisse vers quoi là, et de fait ce néolibéralisme qui se mélange à l'extrême droite est très très dangereux. Tout à fait. Moi j'avais une question pour jouer sur le mouvement lui-même, le mouvement enseignant, puisque tu expliquais notamment dans cette interview qu'il y a des fractures qui sont apparues ces derniers mois au sein de la contestation enseignante. Moi, ma question, c'est est-ce que avec ces sanctions ou le fait de licencier, qui ont mené au licenciement de certains enseignants, je pense notamment à Katalin Törley qui enseignait au lycée Kölcsey, est-ce que finalement Orban n'est pas parvenu à ses fins en divisant finalement les enseignants, parce que tu expliquais dans l'interview, si je me souviens bien, que certains, en gros, il y a un clash en fait entre ceux qui restent, par exemple comme toi, et les autres qui vont dire mais continuez à vous battre et battez-vous en partant, quoi. Oui, j'ai été traitée de traître et un peu de tout, d'hypocrite, parce que je suis restée, alors que j'ai jamais dit que j'allais partir. Donc pour moi, enseigner, c'est vraiment une vocation plus forte que moi, plus forte que tout. Donc moi, plus forte que la politique, en fait. C'est une forme de résistance aussi de rester. Je dirais que c'est courageux de rester. C'est quand même une résistance. C'est le débat que j'avais avec mes amis universitaires, c'est rester et si vous partez, qu'on vous sorte avec la police. C'est très bizarre en Hongrie parce qu'on attend toujours que la société attend que les profs fassent quelque chose. Donc pourquoi vous vous révoltez pas? Pourquoi vous faites pas ça? Pourquoi vous faites pas la grève? Pourquoi vous faites pas plus de grèves? Pourquoi vous fermez pas les écoles? Et moi, je me demande pourquoi nous, on serait plus courageux, pourquoi on devrait être plus courageux que le reste de la société. Si la société nous avait soutenus lors de ces manifestations l'année dernière, ça aurait complètement changé la donne. Selon toi, ça n'a pas été le cas? Non, ça n'a pas été le cas. Par exemple, les voitures klaxonnaient, ok, youpi, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Concrètement, tu penses qu'il y a quand même des parents qui se sont solidarisés? Oui, certains parents. Les partis politiques, les syndicats, par exemple, les simples gens ont dû arriver plus en masse dans les rues. Les syndicats en Hongrie sont extrêmement faibles, donc le syndicalisme n'a
aucune tradition. Et puis aucune tradition, parce que pendant le régime Kadar, le syndicat faisait ce que le gouvernement lui... Voilà. Donc, dans la tête des Hongrois, le syndicat, c'est rien. C'est un supplétif du pouvoir, en fait. Oui, on a été soutenu par les parents au début. Le premier jour de grève, on a eu des gâteaux, les enfants sont restés à la maison. Et puis le troisième jour c'était trop long déjà, les gamins étaient à la maison, c'était chiant, quoi. Et puis comment ils vont terminer à l'année scolaire Non, mais ça montre bien qu'il manque une opposition en Hongrie, c'est-à-dire qu'il y a le mouvement social comme dans tous les pays, et il y a un relais politique qui doit se prendre, mais en Hongrie il n'existe pas. Et ce qui n'existe pas en Hongrie, c'est la solidarité. Donc quand les profs étaient dans la rue, les médecins n'étaient pas dans la rue. Quand les médecins étaient dans la rue, les profs n'étaient pas là. Oui, il y a une balkanisation de l'opposition, quoi. Ça s'est fait depuis 13 ans de secteur par secteur, un peu comme l'image de la grenouille dans la marmite, ça avance petit à petit, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de grand choc, il n'y a pas de répression policière, ce qui est très habile de la part de Viktor Orban aussi, contrairement à ce qu'on connaît en France. Et on a vraiment vu secteur par secteur ce pourrissement. Et la victoire, elle s'est faite. Je me rappelle une phrase d'Orban qui avait dit la CEU, la Central European University, je ne la fermerai pas ici, ou c'est pas moi qui la virerai de Hongrie, elle partira d'elle-même. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec l'Open Society, c'est ce qui s'est passé avec la CEU, c'est ce qui s'est passé avec énormément de chercheurs de haute renommée hongrois à l'Académie des sciences dans d'autres endroits. Dans le monde universitaire, c'est en train de se passer de manière catastrophique. Tous les universitaires hongrois les plus brillants, en plus, ils trouvent des boulots qui sont très brillants, merveilleux à Oxford, à Cambridge, à Harvard, etc. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, malheureusement, on a vu ça aussi avec les docteurs, les infirmières hongroises d'un très bon niveau médicales qui sont partis travailler en Allemagne, en Autriche et ainsi de suite. Et on observe ça aujourd'hui que les enseignants, à part qu'ils vont pas enseigner à l'étranger, ils vont faire d'autres ils vont enseigner dans le privé, par exemple. Mais ils vont enseigner à la British School, ils vont enseigner à l'étranger en Hongrie, quoi. C'est 3 millions de forints le semestre, quoi. Et c'est très habile de la part d'Orban, ce délitement continu qui est très compliqué à créer une convergence des classes. Il faut dire que ce que Orban fait, c'est tout un art. Donc c'est vraiment... Mais parce que je pense qu'il a une vraie subtilité politique, c'est une de ses qualités qu'on peut dire à Orban, c'est-à-dire dans tous les domaines de son jeu dictatorial, parce que de fait, on peut dire le mot, mais il a cette subtilité de pouvoir naviguer et de manipuler tout ça d'une manière à ce qu'il arrive à ses fins. Et à la différence de ses collègues d'extrême droite qu'il a rassemblés ou invités à chaque fois, qui sont un peu plus brutaux, lui, il a cette analyse politique qu'il a sûrement hérité de sa bataille contre le communisme à l'époque avant qu'il vienne au pouvoir, et donc c'est un vrai politique, et c'est très difficile de se battre en tant que mouvement social contre un vrai politique qui est capable de manipuler tout ça. Et par ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un manque d'opposition qui ne prend pas le relais des mouvements sociaux qui existent minimum en Hongrie. Et il y a un manque de combativité, en fait, dans la société, c'est ça le... Et on se fatigue aussi. Corentin, Jouja, tu disais, toi tu fais le choix de rester dans l'éducation, d'autres veulent partir. T'as l'impression, on disait tout à l'heure qu'il y a, dans les manifs maintenant, il y a plus d'élèves que d'enseignants eux-mêmes, et tu disais que peut-être les enseignants ont un peu le syndrome de Stockholm. T'entendais quoi par là ? Est-ce que ça veut dire que beaucoup d'enseignants se disent finalement, c'est vrai qu'il y a la carotte qui est tendue, parce que il y a le bâton d'un côté, voilà, avec la Statustervein, mais il y a aussi la carotte, c'est-à-dire on va monter les salaires, plus 50% je crois d'ici la fin du mandat. Si l'argent européen arrive, c'est ce que je voulais dire, c'est que les enseignants sont otages du débat sur l'état de droit au niveau européen. Voient la carotte et se disent on reste encore un peu plus. Non, donc on est très pessimiste, donc je vois personne d'optimiste autour de moi. Personne n'attend une amélioration. Non, donc personne ne croit dans une augmentation de salaire. Donc 10% c'est rien, donc il faudrait doubler. Avec une inflation à 16. Il faudrait doubler le salaire. Donc je vais vous dire, moi donc durant l'année scolaire dernière, je touchais un tout petit peu plus que 300 000 forints net par mois. C'est pas grand chose, quoi. C'est rien. Tu travailles dans une multinationale à Budapest, tu te fais minimum 400 000, quoi. Enfin, sans trop forcer, quoi. Voilà. Donc, et après 31 ans de travail. C'est ça, quoi. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui restent et ceux qui partent, fondamentalement, alors
Parmi ceux qui sont partis, j'en ai vu beaucoup qui voulaient déjà partir pour une raison ou d'autre. Donc certains travaillaient à mi-temps. Beaucoup sont partis comme ça parce que ils avaient déjà leur autre mi-temps, donc ils avaient déjà un autre emploi, donc ils savaient où aller. D'autres, chez d'autres, c'était le burn-out total qui arrive souvent dans ce métier, même sans ces problèmes. Et des jeunes qui voulaient pas rester dans ce métier où il y avait aucun espoir de faire carrière ou de gagner plus tard. Et maintenant, c'est une question de survie aussi. Donc, ceux qui restent, je pense... alors, il y a certains malades comme moi qui ont cette vocation d'être entourés d'enfants et qui... Des gens éthiques et courageux. Voilà, parce que malade, c'est un peu fort. Il faut dire aussi que moi, par exemple, j'ai un mari qui n'est pas prof. Donc, si j'avais un mari prof, je me demande comment on ferait. Tu réfléchirais déjà un peu plus avant de... Donc, est-ce qu'on sait s'il y a plusieurs profs qui sont partis, qui ont complètement tout abandonné pour se recycler complètement ailleurs? J'en ai vu aussi, et aussi j'en ai vu j'ai une collègue qui est partie, qui est un peu plus âgée que moi, et qui est partie en mai et qui n'a toujours pas trouvé de travail. Donc c'est aussi une question d'âge. Donc quand on a 50 ans, 55 ans, c'est pas facile de se... Est-ce qu'il y a des jeunes qui se sont recyclés, enfin qui sont allés faire autre chose? Oui, j'en ai vu. J'avais un collègue, pourtant il n'était pas jeune, il avait 45 ans. C'est encore très jeune. Très jeune, oui. Et il était un excellent prof de PS, vraiment un très bon pédagogue, et il est parti, et il est maintenant dans la diplomatie. Dans la diplomatie. Jouja, si fin septembre on voit que beaucoup de professeurs ont jeté l'éponge, sont partis. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Donc un prof qui commence l'année scolaire termine l'année scolaire. Donc ceux qui sont la vague entre guillemets elle est passée. Enfin ceux qui voulaient partir sont partis. Quoi. Ce qui était très habile de la part du gouvernement. Ouais, bien sûr. D'accord. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette question? Non. Bah écoute, merci d'être venu avec nous pour témoigner de ton expérience et nous parler de ce mouvement. On va voir dans les semaines qui viennent ce qu'il en est. On espère qu'il y aura d'autres manifestations, que les professeurs vont se mobiliser, mais surtout le reste de la société avec. Et bien sûr, on aura l'occasion de revenir sur cette question. Maintenant, nous allons faire la chronique culturelle. L'agenda culturel.
Donc nous allons passer à la chronique culturelle avec Fabien. Donc Fabien, qu'est-ce qui se passe de beau à Budapest cette semaine? Aujourd'hui c'est la journée sans voiture, donc vous l'avez peut-être remarqué. Dans Budapest Dans Budapest. Sur les quais. Sur les quais, sur les quais seulement. Les ponts, donc il y a pas mal de manifestations un petit peu partout qui sont avec ce nom-là, ou alors qui ont pris l'occasion du fait qu'il n'y ait pas de voiture pour faire directement leur festival. Donc par exemple sur Rákóczi-tér, il y a le 3e festival de jazz, donc il y en avait un l'année dernière et aussi l'année d'avant. C'est pour ça qu'on s'est tous habillés en noir. Parce que moi je viens du 11e et il y a le Bartók Béla Festival aussi. Oh là là. Et puis il y a plein d'activités, des concerts, des jeux pour les enfants et tout, c'est hyper sympa. Et puis tu as aussi autour de cette célébration ce week-end la fin de la rénovation, la réouverture du pont des Chênes. Le Landshut Festival qui est gratuit. Qui est fermé aux voitures, qui est seulement ouvert aux vélos et aux piétons naturellement. Et aussi bus et taxis. Exact. Est-ce que Cargonomia fait quelque chose? Alors nous, on était sursollicités tout ce mois de septembre et on a décidé de faire l'impasse sur ce week-end parce que on en fait déjà beaucoup trop partout. On laisse la place aux copines et aux copains. Mais d'ailleurs, sur l'événement Tiloche de ce week-end, on voit notre beau vélo cargo de Dexter avec le sound system sur le Ampi, pour parler le jargon vélo cargo. Effectivement, donc ça c'est l'événement qui va avoir lieu à Feu-Vanter, plus exactement en bas de Feu-Vanter, sur les quais. Il va y avoir quelques DJ de Tiloche. Alors il y a eu qui fait lien aussi sur tout le Budapest, les quais fermés pendant tout l'été, où il y a eu avec Vaillot, les copains de Vaillot que je salue, des événements merveilleux tout au long de l'été. Il y a une dimension très familiale, très festive et très belle, parce que Budapest n'est pas le repère de l'extrême droite, c'est une ville très libérale, très cosmopolite, très ouverte et très festive. On le voit à travers ces événements. Ils viennent trop. Non, venez pas trop. Demandez un visa avant. Et justement, le fait que ce soit une journée sans voiture, ça a permis à des tas d'associations de sortir. Et donc moi, là où j'habite, donc plus proche de chez moi, à Rákóczi-tér, juste derrière, dans la rue Vig, en fait, toutes les petits ateliers, la galerie d'art, la galerie qui s'occupe de faire des bijoux faits en recyclage, plus Pilea qui fait des plans d'intérieur, mais un petit peu architecture d'intérieur, composition, etc. Ils sont tous sortis, ils ont également organisé, ils ont investi la rue et organisé tout le long de la rue des jeux pour les enfants, des cocktails à l'ananas, et également une association de skateboard, donc pareil, qui je pense n'est pas très lié au Fidesz, évidemment, qui sont sortis avec les cheveux lourds. Ce qui est marrant, c'est que tout Budapest, tous les week-ends de septembre, là, explose de partout, et le seul événement dont on n'a pas entendu parler à Budapest, dont on a entendu parler partout dans le monde, c'est ce fameux colloque de l'immigration. Le truc des prout-prout sexagénaires, là. Alors qu'ici, quand on vit à Budapest, c'est un truc qui n'existe pas, donc c'est pour ça qu'ils sont allés un peu en périphérie sur la place des héros. Alors que le festival du Landshut aura lieu à côté du bazar ce soir, quoi. Enfin maintenant. Exact. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Également visible, plutôt cet après-midi, il y a la BKV qui a mis à l'honneur tous ces vieux bus, vieux trams, etc. Donc là, je l'annonce parce que je l'ai vu cet après-midi, entre Calvinter, Feu-Vanter et puis sur le pont Szabadság. Et pont de la liberté pour les non-magarophones. Voilà. Moi, j'ai bien aimé un des vieux trams en fait des années 60-70 parce qu'ils se ressemblent tous. C'est vrai qu'il y avait ce tram des années 50 qui se déplaçait. C'était pas mal en fait. Qui avance encore. Dans les années 50. Déjà, il était invité par le Parti communiste de l'époque. Comme dirait Jean Dujardin, c'est la Hongrie de 1954 qui a battu la Nouvelle-Zélande pour la première fois. Voilà. Effectivement, sur la ligne 2, on voit quelquefois passer un tram avec un seul wagon qui est en bois. Alors celui-là, il est encore plus vieux. C'est une voiture quand c'est des passagers. Et lui, il date de 1902 ou quelque chose comme ça, 1903. Ah ouais, voilà. Toi, t'es passé de la conquête spatiale avec Elon Musk à la reconquête du tramway avec Alachon Gergeux. C'est un peu. Je ne me renie pas. Il manque un peu la voix de Lina, tu sais, genre le tramway est passé sur le pont de la liberté. Voilà, donc ça en tout cas c'est pour aujourd'hui, donc je vous invite à sortir si c'est pas déjà fait. Sinon, ils peuvent pas nous écouter s'ils sont dehors. Également dans Vigutsa, il y avait la galerie ISBN Galeria qui est sortie, qui a qui a une petite table où ils vendent leurs livres. Et en ce moment, ça me permet de passer au prochain événement, mardi 19 septembre, à l'ISBN Galeria, donc au numéro 2 de Vigutsa.
Il va y avoir l'exposition Outside the Box. Alors je suis allé la voir parce qu'il y a déjà eu le vernissage, mais donc mardi prochain, il va y avoir Aidou Levente, qui est un artiste qui va s'associer avec l'artiste qui a fait l'installation, qui s'appelle Molnar Judith Lila, qui est une sorte d'installation un petit peu à la Ikea, un mélange d'Ikea et de Lego. En fait, on a l'impression qu'elle a fait toute son installation avec des trucs en bois. Il y a des guides sur le côté comment installer les œuvres d'art. Et cette fois-ci, donc son artiste ami en fait va complètement reconstruire l'espace en live. Donc ça va être une performance complètement gratuite. Donc je vous invite à y aller. Ce sera à 18h et pour voir l'exposition, ce sera jusqu'au 29 septembre. Et vendredi 22 septembre à Boigo en soirée, on présente La décroissance avec Anitra Nelson, qui est une anthropologue australienne, qui est ma co-autrice, qui nous fait le plaisir de venir à Budapest pour une dizaine de jours. Et ce sera où ça ? À Boigo, sur Margit Kerut. D'accord. Peut-être un dernier événement avant de clore l'émission. Le vendredi 22 septembre, il va y avoir un concours de rap pour les 15 ans du Quai Studiard. Donc ça, c'est une sorte de MJC, on va dire, qui se situe sur Macacheter. MJC... Donc une sorte de maison de jeunes, maison de la culture. Tu parles comme André Malraux là, donc sois un peu plus ouvert pour nos auditeurs, s'il te plaît. Ouais. Qui est la MJC d'aujourd'hui en fait. Et sinon peut-être aussi en ce moment à l'Institut français il y a. Journée porte ouverte aujourd'hui. C'est journée porte ouverte à l'Institut français. Et il y a le cycle de cinéma français aussi. Exact. D'accord. Et c'est le problème avec les chroniques culturelles budapessoises. Je peux pas dire tout. Voilà, en fait. Il y a le marathon film aussi depuis. Oui, le marathon film. C'est vrai, du MNF. D'aller le voir. D'accord. Donc on va clore notre superbe émission là-dessus. Donc c'était une émission sur l'offensive du FIDES de Viktor Orban contre le monde de l'éducation. On se retrouve dans 2 semaines. Et nous avons eu le plaisir de recevoir sur notre plateau Jouja Berkeshi, professeur de français au lycée de Haut-Bouddha. Merci d'être venu. On applaudit. Ouais. Merci bien. Et l'émission est enregistrée en direct, en public, et tout le monde est touché par les propos de Jouja. Et comme on dit en gris, ni stonar, ni cheveux. Voilà. Pas d'enseignant, pas de futur. Nous avions avec nous Daniel Pseni, ancien journaliste au Monde. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Siloué, jeune journaliste française, plein d'avenir. Vincent Liéger, essayiste sur la décroissance. Merci Vincent. À bientôt. Corentin Léotard, rédacteur en chef du Courrier d'Europe Centrale. Salut à toi. Joël Lepavou, journaliste français à Budapest pour de nombreux médias. À plus. Et la chronique culturelle de Fab, merci beaucoup. Je voudrais juste ajouter Guillaume Carré au micro et on coupe, c'est fini. Fab. Voilà, c'est fini. Je voudrais juste ajouter la dernière musique qu'on va entendre, c'est une musique pour la mort d'Alain de Salvadre qui est mort il y a 50 ans en fait, c'était le coup d'état au Chili. Oui. 11 septembre 73. Ouais. Donc j'ai mis une dernière musique pour pouvoir en rapport avec ça. Hommage au peuple chilien. Et on a 15 secondes de musique. Que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los ancianos, mi canto es de los andamios.